Bonjour à tous, Véronique de Lumière et Conscience Ascension Pro, et bien me revoici parmi vous, avec vous, pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème un peu délicat qui va être celui du harcèlement. Alors, le nombre de cas de harcèlement explose, enfin du moins on a l'impression qu'il explose. On n'a pas les chiffres dans le passé, mais je pense qu'il y avait beaucoup plus de harcèlement, enfin de cas de harcèlement il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, 200 ans qu'aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive à mettre des mots dessus, on arrive à sortir du silence et à parler et à faire part de sa souffrance et des conséquences de ce type de comportement. Donc c'est ça qui nous fait penser, je crois, que le nombre de cas de harcèlement est énorme. Alors ceci dit, il est énorme, il est toujours trop important. Donc voilà, donc on va discuter de tout ça aujourd'hui. Alors, avant toute chose, je voudrais vous raconter une histoire, enfin vous raconter l'histoire de quelqu'un. Je vais m'appuyer sur son histoire pour vous montrer un petit peu le cheminement de ce qu'il est possible de faire. Donc c'est l'histoire de Manon. C'est une femme qui avait à ce moment-là, il y a quelques années, 45 ans et voilà, que j'accompagnais, que ce soit au niveau spirituel et que j'accompagnais aussi au niveau professionnel. Et Manon, donc au début, quand elle est venue me voir, avait un problème important avec son responsable qui était son patron en fait, hein, qui était le directeur de la société. C'est une petite société, une dizaine d'employés, et il y avait effectivement de gros problèmes. Alors, il n'y avait pas des problèmes qu'avec elle. Son patron était quelqu'un de visiblement assez expansif, extraverti, voire caractériel, et voilà, qui pouvait se décharger sur les gens. Sauf que certaines personnes s'en allaient très rapidement, il y avait beaucoup de turnover dans la société, d'autres s'en accommodaient et faisaient pas cas, ou d'autres, bon, ronchonnaient, etc. Mais voilà, faisaient des plans pour évoluer autrement, enfin, etc. Et puis, parmi tous ces gens-là, il y avait Manon. Et Manon, elle, le vivait très, très, très mal. Et Manon avait la sensation d'être coincée là parce que voilà, sa situation familiale, elle vivait seule, elle n'avait pas de quelqu'un à côté d'elle sur qui s'appuyer financièrement pour pouvoir quitter son emploi, donc c'était compliqué. Elle avait un contrat un peu spécial qui lui permettait d'évoluer aussi au niveau de ses études, et puis du coup voilà, elle se sentait enfermée, piégée dans ce contrat, dans cette société et dans cette relation avec cet employeur. Et ce qui se passait concrètement dans son quotidien, c'était des cris, par exemple, le patron qui pouvait dire quelque chose, donner des ordres, demander un travail, demander quelque chose, et puis le lendemain, ou même la journée même, expliquer clairement devant tout le monde que non, il n'avait jamais dit ça, que non, il n'avait jamais demandé ça, que non, il n'avait jamais donné cet ordre-là, que non, enfin, vous voyez. Donc c'était toujours comme ça. Si par exemple elle demandait un jour de congé ou une absence voilà, sur une après-midi, qu'elle venait le matin. Une fois, voilà, elle me raconte qu'elle était malade, donc elle vient quand même travailler. Elle demande elle téléphone à son docteur, à son médecin qui peut la prendre dans l'après-midi. Elle demande l'autorisation à son patron de pouvoir partir. Et il lui dit gentiment oui, il n'y a pas de souci, etc. Et puis ensuite, elle lui tombe dessus, comme quoi elle a quitté l'entreprise sans prévenir, enfin, etc., etc. Voilà, vous voyez ce genre de choses. Ensuite, dans les réunions, il y avait souvent des débriefings à 3, 4 personnes. Et puis,
elle avait enfin, on va reparler de son poste après. Et là, c'était soit elle était encensée, voilà, il tombait sur quelqu'un d'autre et puis elle était encensée, soit c'était le vilain petit canard, elle faisait tout de travers, on ne pouvait pas lui faire confiance, elle faisait perdre de l'argent à la société, elle ci, elle ça, etc., etc. Donc pour ses tâches, pour en revenir à son poste, elle avait un poste euh, sans responsabilité, mais un poste qui était un petit peu, comment dire ça, central dans l'entreprise. Et donc, elle était à la fois le bras droit du patron, mais c'est s'occuper aussi du SAV, s'occuper de la relation client, s'occuper de ci, de ça. Voilà. Et en fait, ça, c'était aussi une façon d'avoir une certaine mainmise sur elle, c'est-à-dire que régulièrement, il lui changeait les tâches, il lui changeait son poste. Donc, elle recevait une notification du jour au lendemain. Voilà, désormais, vous n'aurez plus le droit de faire ça, 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 ça. Désormais, vous cantonnerez à ça et ça. Et puis, 2 mois plus tard, il lui tombait dessus, oui, mais comment ça, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, ben non, j'ai plus le droit, oui, ben c'est n'importe quoi, maintenant vous refaites, etc., etc. Ou alors une notification comme quoi son poste avait changé, que la société avait été restructurée et que désormais elle ferait par exemple que le SAV et que telle personne ferait telle chose, telle personne ferait telle autre, les autres personnes n'étant pas formées sur ces autres tâches. Donc elle devait former ces personnes, elle devait sans arrêt répondre à leurs questions, etc. Et ce qui lui prenait énormément de temps et du coup lui posait problème elle pour faire ses propres tâches. Et voilà, elle se faisait tomber dessus parce que elle n'avait pas fini, ou elle n'avait pas fini à temps, voilà, enfin des tas de choses comme ça. Et en lui disant, vous n'avez pas à former les autres, etc., etc. Alors qu'elle savait très bien que si elle les formait pas, enfin les autres comptaient sur elle, puisque personne d'autre, le patron lui-même, ne formait pas les gens. Euh, peut-être que d'autres exemples me reviendront, mais c'était systématiquement, c'était tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est-à-dire, eux aussi, vous êtes en retard d'1 minute, etc. Enfin, vous voyez, tout ce genre de choses au quotidien, avec des phases de hurlement, et puis après des grands sourires, voilà, on fait partie de la même famille, on est une entreprise, on doit se serrer les coudes, etc. Et puis, bling, et juste derrière, c'était l'enfer. Par exemple, des sorties, enfin des sorties, il invitait souvent au restaurant, donc ses employés. euh, et puis voilà, du coup, régulièrement, elle était exclue, donc il invitait tout le monde, il disait, bon, bah allez, on y va, on y va. C'était pas des choses prévues à l'avance, c'était des choses de dernière minute. Bon, allez, on va manger ensemble ce midi, etc. Et puis, il lui adressait pas la parole, il lui posait pas la question, et donc elle se retrouvait seule dans l'entreprise. Par exemple. Euh, voilà, tout un tas de choses il n'y avait pas d'insultes, il n'y avait pas de gestes déplacés, il n'y avait pas de... voilà, mais sans arrêt, il remettait en cause ses tâches, son travail, sa qualification, ses compétences, parce qu'une fois elle était nulle, une fois elle était géniale. Et en fait, elle était déstabilisée en permanence. Elle ne savait jamais quand elle arrivait le matin, comment ça allait se passer, dans quel état il allait être, comment elle allait être mangée, on peut dire ça comme ça, à quelle sauce il allait la manger. Euh, C'était ultra déstabilisant, bien évidemment, émotionnellement. Et puis intellectuellement aussi, parce que du coup, ça lui faisait perdre ses moyens, sa contenance, alors que ses collègues étaient très sympas avec elle, et que, enfin, que ça se passait bien avec ses collègues, et puis que euh, avec les clients, ça se passait très très bien. En fait, les clients avaient confiance en elle, en son travail, et ça, ils s'appuyaient sur elle, etc. En fait, elle ne pouvait pas, elle, avoir confiance en elle. Euh, Ça a été très très compliqué. Et donc, ben, bien évidemment, Manon s'est enfoncée petit à petit et jusqu'à être dans l'incapacité totale d'aller au travail. Donc, à plusieurs reprises, elle s'est mise en arrêt maladie
Mais quand elle est revenue, c'était encore pire, en fait. Donc, c'était, on te met au placard pendant 15 jours, ça t'apprendra, alors, c'était pas, bien évidemment pas dit comme ça, mais ça t'apprendra à pas venir travailler. Euh, et puis, et puis, voilà, fois 10 quand elle revenait d'un arrêt maladie. Ou, voilà, voilà. Ou de vacances, même d'ailleurs, quand elle prenait ses vacances, c'était un peu la même chose. Donc voilà, aller au travail devenait très très compliqué, vivre ces journées était très compliqué, donc bien évidemment avec des conséquences euh, psychologiques, des conséquences émotionnelles et des conséquences physiques assez importantes. Alors, euh, ça c'est pour mettre en place un petit peu une situation. Donc, il y a des tas de situations complètement différentes. Là, je vous en donne une comme ça pour m'appuyer dessus, pour vous montrer un petit peu le cheminement de ce que ça peut être et comment ça peut se passer. Bien évidemment, chaque situation est différente, donc chaque situation va avoir une réalité au quotidien qui peut être différente. Mais je pense que dans ce qu'elle a vécu, elle a quand même vécu pas mal de choses qui se retrouvent un peu dans tous les cas. Alors, ce qu'on retrouve régulièrement, c'est une communication qui est impossible, en fait. Parce que Manon, c'est ce qu'elle a essayé de faire, elle a essayé de lui parler gentiment, voilà, d'être à l'écoute, bien évidemment, d'être la salariée parfaite, de tout réussir, de donner toutes les choses à l'heure, et même quand c'était à l'heure, c'était jamais au bon moment, enfin bon, voilà. Donc, quand la communication devient impossible, vraiment l'impression qu'on ne se comprend pas, qu'on ne parle pas de la même chose, qu'on ne parle pas de la même langue, qu'on ne parle pas du même endroit, qu'on n'a pas la même intention. Enfin, les choses deviennent compliquées. Et elle avait vraiment l'impression, cette impression-là, voilà, dans les cordes, enfin, c'est-à-dire voilà, dos au mur, coincée, oppressée, d'être soumise même quasiment, pratiquement. En tout cas, de ne pas, d'avoir perdu sa liberté, sa liberté aussi de penser, sa liberté d'être. Et puis, à chaque fois qu'elle essayait d'améliorer la situation, qu'elle faisait une tentative alors, soit, comme je vous disais, de se mettre un petit peu à l'écart pour reprendre ses esprits et puis et reprendre des forces, soit par la discussion, soit en emmenant, voilà, quelque chose à partager, un gâteau, voilà, ou un plat, etc. En fait, à chaque fois qu'elle essayait de faire quelque chose pour améliorer la situation, à chaque fois la situation se dégradait d'autant plus. Donc elle était vraiment, voilà, dans une impasse. Enfin, cette sensation d'être face à un mur, d'être dans une impasse, et avec toutes les émotions qui vont avec, de la tristesse, de l'injustice, de la trahison, de la colère, de l'impuissance totale, de l'envie de tout casser, même parfois l'envie de tuer, tellement c'était compliqué au quotidien. Euh, donc si vous êtes dans une situation telle que celle-ci, ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans une situation telle que celle-ci, dites-vous que quand vous avez tout essayé, qu'il n'y a rien qui fonctionne, c'est que il y a de fortes chances, pardon, que vous soyez en train de faire une expérience particulière, une expérience éducative, que vous soyez à un palier de votre évolution intérieure. Et votre interlocuteur, à ce moment-là, est votre messager particulier. C'est-à-dire que vous pouvez vous agiter dans tous les sens. Ça ne changera rien. Il ne se passera rien. Parce que la seule chose qui peut changer la donne, la seule chose qui peut changer la situation, c'est que vous accueillez la leçon que vous devez apprendre.
Alors, quand je parle de leçon, c'est évidemment pas quelque chose à apprendre par cœur. Vous l'avez bien compris depuis toutes ces vidéos que je vous ai proposées. C'est vraiment, voilà, la vie, l'univers, enfin, vous mettez les mots que vous voulez derrière, vous propose une situation qui va vous permettre de dépasser quelque chose, en fait. Alors, pour en revenir au cas de Marion, on a travaillé, alors ça se fait pas du jour au lendemain, hein, je tiens à vous le signaler, ne pensez pas que, voilà, qu'il va y avoir un coup de baguette magique, c'est quelque chose qui est assez, qui prend un peu de temps. Dans le cas de Marion, on a déjà commencé à dérouler le fil, à savoir que elle n'avait pas pris conscience de tout ça. Déjà, elle n'avait pas pris conscience que c'était du harcèlement, donc il a vraiment fallu, il a vraiment fallu mettre les mots dessus. Donc entre nous deux, et puis après, elle a eu même besoin d'entendre ce mot-là de la part de conseillers syndicaux et de la part d'un avocat, parce que elle n'arrivait pas à entendre ça. Pour elle, c'était compliqué, etc. Mais elle n'avait pas fait le lien, en fait, qu'elle était en train de vivre une situation de harcèlement. Pourquoi? Parce que en fait, en amont de cette situation-là, il y avait déjà eu, bien évidemment, d'autres situations qui étaient moins intenses. Voilà, oui, dont l'intensité était plus faible, et aussi la longueur, le temps était plus raccourci, ou la forme était différente. C'est-à-dire que elle l'avait vécu avec son premier employeur, par exemple, mais voilà, qui était une femme et qui avait des hauts, des bas, qui harcelait, etc., mais qui était, voilà, qui harcelait un peu tout le monde. Donc du coup, elle ne l'avait pas pris pour elle comme quelque chose qu'elle devait travailler. Et puis après, ça a été dans son couple. Dans son couple à un moment, où effectivement, là, elle est restée longtemps avec quelqu'un, et en fait, petit à petit, les choses se sont dégradées, et elle s'est rendue compte que, bien après la séparation, que, ben oui, quand même, il y avait quelque chose de cet ordre-là, et de dévalorisation systématique, voilà, de dépossession, en fait, de qui on est, de dépossession de son pouvoir. Et puis, mais comme elle n'en avait toujours pas pris conscience, ça a continué, elle a eu un autre emploi, donc là pareil, avec une femme, où c'était compliqué, enfin voilà. Et en fin de compte, dans l'univers de Manon, c'était presque normal, en fait. Le travail, c'était comme ça. Le couple, c'était comme ça. Donc, comme elle retrouvait cette situation-là un petit peu partout, eh ben, elle pensait enfin, elle pensait inconsciemment que c'était sa vie, en fait, tout simplement, que sa vie était comme ça, et que qu'elle avait vraiment pas de chance, peut-être, mais que, en fait, c'était comme ça, et point barre, quoi, qu'il n'y avait pas grand-chose à y faire. Et, euh, et en fait, donc en travaillant, elle s'est rendue compte que toutes ces expériences, en fait, n'ont fait que grossir. En fait, le message était toujours le même, mais toujours un peu plus longtemps, un peu plus fort, un peu plus intensément. Et jusqu'à arriver à cette situation qui devenait, mais juste invivable pour elle. Donc en fait, il a fallu qu'elle aille jusqu'au bout du cheminement, et c'est souvent comme ça qu'on fonctionne, hein, les uns comme les autres. C'est-à-dire qu'on va on va être sourd et aveugle jusqu'à temps qu'on n'en puisse plus. Donc la situation était tellement énorme que là, elle avait plus d'autre choix que de faire quelque chose. Euh, c'est pour ça que dans ces situations-là, on retrouve pas mal de gens qui vont au lieu d'aller prendre cette situation à bras le corps et d'apprendre la leçon et de prendre la leçon, en fait, plutôt que de l'apprendre, euh, vont partir soit dans une dépression, voire même se suicider. Parce que c'est tellement énorme, c'est tellement invivable, c'est tellement intense intérieurement que ça détruit tout, ça prend toute la place en permanence. Euh,
en dehors pendant le travail, bien évidemment, mais en dehors du travail. Ça prend tout l'espace, ça prend tout l'espace du cœur, ça prend tout l'espace du ventre, ça prend vraiment tout, quoi. On dort avec, on mange avec, il n'y a pas une seconde de répit. En fait, même si on va aller faire du sport, on va faire ci, on va avoir des amis, etc. Il y a toujours cette chose-là qui est au fond, qui est en background et qui va influer sur tout ce qu'on est dans la vie, qui va influer dans nos relations avec les autres, bien évidemment. Parce qu'on va être à fleur de peau, il y a des choses qu'on va plus supporter parce que trop, c'est trop. Euh, alors, elle s'est déjà rendue compte, donc pour en revenir à Manon, que c'était pas la première fois et que là, elle arrivait à l'étape ultime, c'est-à-dire que au-delà de ça, enfin voilà, c'était pas possible, c'était pas pensable. Donc ça, c'est une première chose. Donc il a fallu aller voir euh, la cause, c'est-à-dire euh, pourquoi Manon avait à vivre cette situation. Qu'est-ce qu'elle avait à apprendre de cette situation? Alors, bien évidemment, la cause va être différente pour tout le monde. Euh, pour elle, ce qu'il en était, on est remonté comme ça. Alors, on va pas aller rechercher, ça c'est très important, on va pas aller rechercher une situation particulière. C'est pas parce que ma mère m'a dit ça, ou mon père m'a dit ça, ou quoi que on s'en fiche de tout ça. Que ce soit dans une autre vie, dans cette vie, etc. On s'en fiche, c'est pas le problème, c'est pas la situation qu'on va aller chercher. Ça va être l'origine, en fait, la cause, c'est-à-dire qu'est-ce que mon âme, à ce moment-là, a besoin, enfin à ce moment-là, dans cette vie-là, a besoin d'expérimenter, qu'est-ce qu'elle a besoin d'aller chercher comme information, et qu'est-ce qu'elle a besoin de réparer pour me proposer une situation telle que celle-ci. Et donc, on a parlé beaucoup voilà, de spiritualité, de cheminement, etc., etc. Et Manon, elle était... euh, euh, il y avait une partie de Manon qui était d'accord avec tout un tas de choses. Elle était déjà ouverte à tout ça avant que l'on se rencontre. Et une autre partie de Manon qui était dans l'incapacité totale de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que elle me disait, ben oui, je sais, mais j'y arrive pas. Je ne peux pas, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à me mettre en route, je n'arrive pas à m'opposer, je n'arrive pas à faire quoi que ce soit, quoi. Je n'arrive pas à entamer un cheminement, un travail là-dessus. C'est impossible. Et j'arrive pas à dire à mon patron. Voilà, il n'y a rien qui peut se faire. Et donc, du coup, on est remonté comme ça et on s'est rendu compte que Manon, en fait, là, était bloquée. Le blocage qu'elle avait, en fait, remontait effectivement, certainement, alors peut-être à des moments de l'enfance et certainement à d'autres vies, d'autres existences en tout cas, à un espèce de blocage. Si je parle, je meurs. En fait, il y avait une relation entre la mort et le fait de parler. Donc en fait, elle était incapable jusqu'à ce moment-là de dire ce qu'elle vivait, d'exprimer ce qu'elle ressentait. Elle s'était complètement bloquée au niveau émotionnel, c'est-à-dire qu'elle avait tout ça quelque part à l'intérieur et que ça la rongeait, mais elle était incapable d'en parler et même elle arrivait même plus à un tel point elle arrivait même plus à savoir ce qu'elle ressentait en fait. Donc il y a eu tout un travail de déconstruction par rapport à ça pour pouvoir réouvrir la porte. C'est-à-dire que voilà, l'expérience qui est proposée là est dans un environnement sécure. C'est-à-dire qu'il y a cette situation au travail qui est très très impactante, mais dans l'espace où nous, on travaille sur cette situation, cet espace est complètement sécurisé. Il y a rien qui peut se passer. Il n'y a aucun danger, ni psychologique, ni physique. Euh, euh, je ne vais pas mourir si j'arrive à m'ouvrir, en fait. Voilà. Donc ça, c'était une première étape.
Et puis ensuite, il a fallu aller voir ce qu'il y avait derrière. Donc en fait, de l'ordre effectivement de la dévalorisation de soi, de la persécution. Alors on a travaillé sur tout un tas de choses, des mémoires de persécution, les mémoires de harcèlement bien évidemment, mais en tant que persécuteur et en tant que persécuté, en tant que harceleur et en tant que harcelé, car on ne sait jamais en fait là où on en est à cette époque, à cette étape-là, en fait. Donc, il faut prendre les choses de façon globale. C'est-à-dire que là, je me sens harcelée, mais j'ai peut-être à d'autres moments, dans d'autres existences, mais aussi dans cette vie-là, été moi-même harceleur, harceleuse. C'est-à-dire, alors évidemment, pas de façon aussi énorme que cet employeur à ce moment-là, mais dans des petites choses de la vie, dans des petites situations de la vie, avec d'autres enfants, avec d'autres... Voilà. Mais j'ai pu être aussi, à d'autres moments de mon existence, enfin de la vie de mon âme, être un véritable harceleur. Et là, du coup, j'expérimente l'autre côté de la face. Voilà. Et comment j'ai pu aussi me harceler moi-même, me persécuter moi-même. Ça, c'est important aussi. Parce que ça prend une place importante, enfin oui, une grosse place dans la vie de chacun. Donc voilà, sur les mémoires de persécution, sur les mémoires de harcèlement, bon, tout un tas d'autres choses que je vais pas forcément citer ici, mais bien évidemment sur la dévalorisation, sur l'injustice, sur l'impuissance, la trahison, enfin voilà, il y a tout un paquet de choses à travailler, à transmuter pour pouvoir se libérer petit à petit de tout ça. Donc, ça c'est une première chose. Alors, pour commencer ce travail, donc première chose, vous reprenez les 3 conseils de base, c'est-à-dire dézoomer, donc c'est-à-dire ne pas avoir la tête dans le guidon, voilà, reprendre de la distance par rapport à la situation, de la hauteur, revenir à soi et puis se détacher du résultat. C'est-à-dire que je vais faire des choses pour moi et non pas pour que la situation change. Ça, c'est extrêmement important. Donc tout ça, je le développe dans la première vidéo, il me semble. Vous pouvez retourner voir voilà, ce que j'en disais. Mais ça, ce sont vraiment les bases. C'est-à-dire que je comprends à ce moment-là que je suis donc dans une étape d'évolution et que le but du jeu, ce n'est pas de changer la situation, c'est de changer ce qu'il y a à l'intérieur de moi. La situation changera par elle-même par la suite. Mais si comment dire, je m'acharne à vouloir changer la situation, elle va faire déjà que de se dégrader, et c'est moi qui vais en payer les pots cassés de toute façon, puisque je n'aurais pas entendu ce que j'avais à entendre, je n'ai pas compris ce que j'avais à comprendre, je n'ai pas modifié ce que j'avais à modifier en moi. Donc ça, c'est super important. Donc ça, voilà. Ensuite, alors, chose très très compliquée, mais qui me semble être indispensable, c'est bien se rendre compte que ce manager, cet employeur, ce responsable est votre messager. Donc c'est votre messager particulier. Alors lui, lui ou elle a certainement des choses à régler de son côté, forcément, puisqu'il arrive à avoir ce type de relation avec les gens. Mais en l'occurrence, là, ce n'est pas notre problème, ce n'est pas votre problème. Votre problème à vous, c'est vous. Donc là, vraiment, regardez cette personne en face de vous comme étant votre messager particulier. Donc mon messager particulier, même s'il est hyper désagréable, eh ben, je ne peux que le remercier. Un messager particulier, c'est en amont de tout ça, c'est un contrat d'âme. Donc, ça va être une personne, une âme, une autre âme avec qui on s'est mis d'accord
à tel moment, voilà, il va se passer ci, il va se passer ça. Si j'arrive pas à me détacher de ce truc-là, ou si j'arrive pas à régler cette situation-là, si j'arrive pas à comprendre, etc., alors on va se retrouver, on va se rencontrer, et à ce moment-là, toi, tu vas expérimenter. Alors ça peut être aussi un accord dans les deux sens, hein. Toi, tu vas expérimenter le, euh, le mode harceleur, par exemple, et moi, je vais expérimenter le mode harcelé. On se met d'accord, on se retrouve telle heure, telle, telle date, telle année, et on y va. Si on n'a pas réussi avant ça à faire ce qu'on avait à faire. Il y a souvent ce type de contrat. Et en fin de compte, vous voyez que sous cet angle-là, votre harceleur, en fait, c'est une âme sœur qui est là pour vous aider à dépasser quelque chose. Donc, de façon extrêmement désagréable, ça c'est sûr, mais de façon, comment dire ça, très constructive au final. Vous pouvez pas vous en échapper en fait. C'est l'épreuve finale, c'est-à-dire que au-delà, vous pouvez pas faire comme si ça n'existait pas en fait. Donc là, vous êtes obligé de travailler dessus. Donc, votre employé, votre manager, votre responsable, qui est votre messager, eh bien, la première chose à faire, c'est de le remercier. Voilà. Donc, ça va être quelque chose de difficile à faire, parce que quand on est dans ces états-là, c'est compliqué, mais c'est indispensable. Ça va vous permettre de revenir déjà dans l'espace du cœur, dans l'espace sacré du cœur, la méditation, l'espace sacré du cœur peut vous aider aussi dans ces situations-là. Allez la pratiquer. C'est-à-dire revenir en soi, revenir dans l'espace de son cœur, de son âme, de sa présence divine, et pouvoir être en relation avec d'autres âmes de façon différente. Votre responsable, votre manager, là, il est, enfin le patron de Manon, par exemple, euh, eh ben, c'est un être humain, mais qui a aussi une âme. C'est aussi un être divin qui est venu faire une expérience sur Terre. Donc, c'est de âme à âme qu'on va communiquer à ce moment-là. Donc, vous allez remercier son âme, en fait, à travers lui. Vous allez la remercier d'être là au rendez-vous. Vous allez la remercier de vous obliger à avancer. Voilà, sinon sans quoi vous auriez stagné dans une vie dévalorisante. Voyez, il y a tout ça derrière. Donc, adressez-vous d'abord à l'âme de cette personne. Et puis, dès que ça sera possible, adressez-vous aussi à la personne. Alors, pas en direct, hein, bien évidemment, à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que, par exemple, il va vous dire je ne sais quoi, et puis vous envoyer un avertissement, et puis, bon, sur le coup, c'est difficile à avaler. Et puis, vous revenez dans votre espace sacré du cœur, vous remerciez cette âme, et puis même, lui, vous le merci pour cet avertissement qui va me permettre de continuer à dépasser cette difficulté que j'ai à traverser cette étape, à me détacher de telles choses, etc. Donc vous voyez que là, ça permet de revenir, de remettre cette situation purement terrestre à un autre niveau qui permet sans doute déjà d'ouvrir la porte à d'autres choses après, et puis qui permet aussi de vivre mieux, un petit peu mieux, de commencer à vivre un petit peu mieux les choses. Alors au quotidien, ça sera toujours compliqué, mais quand vous n'êtes plus sur votre lieu de travail, ça vous permet de pouvoir avoir des moments de respiration, en fait, déjà. De pouvoir reprendre de l'air, de pouvoir voilà, redézoomer, revenir à soi, se détacher et remercier. Et si déjà, rien que faire ça au quotidien, ça va vous permettre de vous poser, de réouvrir des choses et de pouvoir euh, envisager la suite autrement.
Alors, évidemment, la suite, comme d'habitude, ça va être de la transmutation, hein. Donc, transmuter, comme je vous ai parlé, comme je vous ai expliqué pour l'histoire de Manon, ça va être transmuter ce que vous avez à transmuter. Donc là, votre cas à vous va être particulier. Alors, peut-être dans l'histoire de Manon, vous allez retrouver des choses qui résonnent pour vous. Prenez-les, n'hésitez pas. Après, il y a peut-être d'autres choses aussi. Donc, si vous ne le sentez pas, si vous n'arrivez pas à percevoir ça, à ressentir ce qu'il y a derrière. C'est vraiment comme le fil d'une pelote de laine, vous voyez, on le prend et on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et c'est ainsi qu'on va commencer à avoir des réponses, à se dire, ah mais oui, effectivement, il y a ça. Vous pouvez reprendre aussi les petits exercices que j'avais donnés dans la deuxième vidéo du burn-out, où effectivement, on peut aussi noter ce qui s'est passé. De toute façon, ça vous servira toujours. Notez ce qui s'est passé, notez ce que vous avez ressenti à ce moment-là, et puis après voir ce qui ressort de façon récurrente, en fait. Ça peut être aussi une aide très pratico-pratique et très simple à faire, à mettre en œuvre pour, euh, pour, euh, pour avoir une idée de ce qui se joue derrière cette situation. Après, vous pouvez aussi demander à vos guides, hein, à votre équipe de lumière, bien évidemment. Ils sont tous là pour vous aider à traverser ce passage un petit peu compliqué, et ils demandent que ça. Donc voilà, demandez, vous vous mettez dans une que ce soit en prière aussi, hein, ou en méditation, enfin en tout cas dans l'espace sacré du cœur. Vous pouvez par exemple faire cette méditation et puis mettre sur pause et puis faire vos demandes, mais en toute humilité, voilà, je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui se passe, enfin ce qui se passe derrière cette situation, quels sont les enjeux pour moi, mais je sais que je suis responsable de la chose. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Que dois-je faire? Alors qu'est-ce que je peux y comprendre? Mais aussi, qu'est-ce que je peux faire pour mieux comprendre tout ça? Parce que effectivement, il est toujours question de responsabilité. À partir du moment où vous allez commencer à prendre la responsabilité de ce que vous êtes en train de vivre, alors les choses vont pouvoir commencer vraiment à se détendre et à s'ouvrir différemment. C'est-à-dire que vous n'êtes pas responsable du fait que votre patron vous crie dessus, vous donne des ordres et des contre-ordres, vous mette au placard, etc., etc. Vous n'êtes pas responsable de ça, mais vous êtes responsable du fait que tout ce que vous avez mis en place dans votre vie jusqu'à présent vous ait amené à rencontrer cette personne-là et à vivre cette situation-là. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai été sourd et aveugle que je vis cette situation-là. Donc, c'est à moi. Il n'y a que moi. C'est-à-dire que la responsabilité, ça ne veut pas dire qu'on est coupable, ça ne veut pas dire qu'on est fautif de quelque chose, hein. Attention, on est tous là pour cheminer. Mais la responsabilité, c'est-à-dire que je reprends la responsabilité des choses. Que je ne me laisse pas embarquée dans le rôle de victime. Je ne suis pas la victime, je ne suis plus la victime. Je décide de ne plus être la victime de mon manager, mais je redeviens responsable de ma vie. Je reprends les rênes, je reprends le pouvoir de ma vie, en fait, le pouvoir sur moi. Parce que c'est ça aussi le harcèlement, hein, c'est une question de pouvoir. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, c'est ce qu'on a travaillé également aussi avec Manon, à un moment ou à un autre, on remet le pouvoir, notre pouvoir, dans les mains de quelqu'un d'autre. En fait, que ce soit avec ses différents employeurs, avec son conjoint ou avec cet employeur-là, elle a remis les clés systématiquement, en fait. Et du coup, je te remets les clés de chez moi, voilà, fais-en ce que tu en veux. Eh bien, à votre avis, que va-t-il se passer? La personne qui a les clés va en faire ce qu'elle en veut, puisque vous lui avez dit, vous lui avez implicitement, énergétiquement fait ce cadeau-là. C'est-à-dire que, ben voilà, elle va en faire ce qu'elle en veut. Donc là, elle peut vous dévaloriser, elle peut vous marcher dessus, elle peut vous piétiner, voilà, elle peut tout faire. Donc là, c'est vraiment revenir, je reprends mon pouvoir, pardon, excuse-moi, je reprends mes clés là, et je vais les garder maintenant, et je vais en faire bon usage, voilà. Donc je vais déjà me respecter. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez travailler aussi, le respect de soi.
C'est-à-dire, si je permets à l'autre de ne pas me respecter, c'est que moi-même, je ne me respecte pas. Je n'ai pas posé mes limites. Donc, si je pose mes limites, l'autre va se heurter à ma limite. Mais je suis aussi dans l'exigence vis-à-vis de moi, quand j'ai posé une limite, de la respecter. C'est-à-dire que si l'autre essaye de la dépasser, je fais en sorte qu'il ne puisse pas le faire. Vous voyez, donc c'est vraiment, voilà, aller voir tout ce qui s'est accumulé, parce que des situations extrêmes comme ça, c'est vraiment généralement une accumulation de plusieurs choses, hein. Donc tout ce qui a pu s'agréger, se cristalliser, s'accumuler comme ça, pour faire une boule de neige qui arrive à cette situation-là, aussi extravagante soit-elle. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc demandez, vous pouvez aussi, on en revient aux prières, aux méditations, etc., demander un signe, demandez à vos équipes de lumière de vous envoyer des signes, de vous envoyer des synchronicités, de vous envoyer des messages, des révélations, que ce soit des messages audio, oui, que ce soit des images, que ce soit des ressentis, que ce soit des évidences, que ce soit, voilà, quelqu'un qui passe, qui vous dit un mot, une publicité quelque part, hein, une image à la télévision, enfin peu importe, voilà, un éclairage sur cette situation-là, sur votre situation particulière à l'intérieur de cette situation de harcèlement. Quelle est oui, la leçon, quelle est la chose essentielle que je dois comprendre, ou les choses essentielles que je dois comprendre, quelles sont les choses essentielles que je dois travailler. Alors vous n'aurez peut-être pas tout d'un coup, hein, vous allez en avoir une, et puis une fois que vous l'aurez faite, vous en aurez une autre, etc. C'est comme ça que ça se passe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le fil qu'on tire. Parce qu'on ne peut pas tout travailler en même temps déjà, et puis parce que tant qu'on n'a pas travaillé une certaine chose, eh ben, c'est plus compliqué de travailler la suivante. Donc il y a une espèce d'ordre comme ça intérieur qui va se mettre en place. Mais c'est vraiment être au clair avec tout ce dont on a besoin de travailler. Donc voilà, donc en résumé, le le respect, la tolérance, poser mes limites, etc., etc. Et puis une fois que vous savez ce que c'est, ben, évidemment, il va falloir transmuter, donc avec vos outils, hein, que ce soit en hypnose, en résonance sacrée, en énergétique, enfin, etc. Vous allez transmuter. Alors, attention, vous allez transmuter bien évidemment la situation, les émotions, etc., etc. Mais vous allez principalement transmuter ce sur quoi vous devez travailler. En gardant bien à l'esprit que ce n'est pas la situation que j'essaye de changer, c'est ce qui est à l'intérieur de moi, c'est mon énergie. Et quand j'aurai changé, que j'aurai travaillé sur ce que j'ai à travailler, que j'aurai acquis ce que j'ai à acquérir, quand j'aurai repris ce pouvoir, cette force intérieure, etc., etc., alors mon énergie va changer, mon message énergétique, ma vibration va être différente, et là, alors, les situations à l'extérieur vont pouvoir changer. Mais si vous travaillez, si vous transmutez uniquement dans l'intention d'arrêter cette situation, aussi pénible soit-elle, faire en sorte que ce patron se taise, vous allez aller à l'échec en fait, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc la situation, c'est un voyant, il se passe à l'extérieur ce qu'il se passe à l'intérieur. Donc, si vous voulez changer l'extérieur, vous voyez bien que ce n'est pas possible à partir du moment où vous n'avez pas changé l'intérieur. C'est juste un reflet. C'est comme si vous vous voyiez dans un miroir. Donc, si vous avez un bouton ici, et bien que vous regardez dans un miroir et que vous voyez qu'il y a le bouton, ben vous allez pouvoir toujours essayer de nettoyer le miroir. Ça ne va pas bouger. Le bouton, c'est à vous de le soigner. Et puis après, il ne sera plus dans votre reflet. C'est exactement la même chose. Donc vraiment, vraiment, gardez ça à l'esprit de, 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 de comprendre, parce que je crois que c'est vraiment l'essentiel, de tout ça, c'est cette situation-là n'est là que pour m'apprendre, que pour m'informer, que pour me faire grandir, que pour me faire évoluer. Et c'est à moi de faire ce qu'il faut pour ça. Personne ne peut le faire à ma place. Donc il y a tout ce côté-là, voyez,
Donc dézoomage, revenir à soi, se détacher du résultat, remercier, demander quelles sont les thématiques importantes pour vous et travailler dessus, les transmuter. Ça, c'est le côté intérieur. Après, en plus de ce côté intérieur, il y a aussi des choses à mettre dans la matière, à acter dans la matière. C'est-à-dire que par rapport à cet employeur, il va falloir aussi matérialiser le travail que vous êtes en train de faire. Parce que énergétiquement, effectivement, les choses vont commencer à bouger. Mais si vous ne mettez rien dans la matière, ça va pas aller beaucoup plus loin. Alors, pour reprendre l'exemple de Manon, donc on a travaillé sur tout un tas de choses, mais en parallèle, je l'ai obligée, je crois que je peux le dire comme ça. Moi, elle était tout à fait d'accord. mais elle l'aurait pas fait, je dis obligée parce qu'elle l'aurait pas fait d'elle-même en fait au départ. C'était de poser des actes vis-à-vis de ce responsable. C'est-à-dire, par exemple, quand elle a eu un premier avertissement, de répondre à cet avertissement. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, on peut contester un avertissement. Hein. Donc, de contester cet avertissement par lettre recommandée. Alors, cette lettre recommandée est aussi un exercice ultra important au niveau énergétique, même si c'est quelque chose de très concret. Pourquoi? Parce que cette lettre recommandée, elle doit être, par exemple, exempte de toute émotion. On ne va pas dans la lettre recommandée vomir tout ce qu'on a à vomir ou voilà, c'est pas un pugilat, c'est rien de tout ça. C'est vraiment reprendre les faits. Il s'est passé ci, ça, de cette façon-là, à telle heure, voilà, vraiment des faits très très concrets qui prouvent que cet avertissement n'a pas lieu d'être en fait. Donc on reprend les choses très calmement et on demande l'annulation pure et simple de l'avertissement. Et de mettre ça, de poser ça dans la matière, alors elle l'envoie bien évidemment à l'employeur, qui va avoir un moment là c'est vraiment ce qui s'est passé, qui a eu un moment ouais, où il a été déboussolé, en fait, il ne s'attendait pas à ça du tout. Manon, elle encaisse. Donc, voilà, donc quand il a reçu cette lettre-là, il y a eu quelques jours de flottement, de gros flottements. Puis après, bien évidemment, c'est revenu encore plus fort. Mais à chaque fois qu'il y avait quelque chose, Manon a repris sa plume et a écrit les faits tels qu'ils étaient, etc., etc. Et ben, je peux vous assurer que au fur et à mesure de toutes ces correspondances, alors elle en plus, ça lui permettait d'avoir un dossier, de se faire un dossier, hein. Mais je peux vous assurer qu'au fur et à mesure de toutes ces correspondances, ça a augmenté énormément sa confiance en elle. C'est-à-dire qu'elle posait des limites, et ces limites, elle était gardienne de ces limites. Elle avait repris la responsabilité du gardiennage de ses limites. Donc, vous voyez que ça va de pair, parce que d'un côté, elle travaillait au niveau de ses mémoires et de son énergie, c'est tout ce qui est en lien avec le harcèlement, la victimisation, la persécution, etc. Et de l'autre côté, elle se positionnait comme quelqu'un qui n'est pas harcelé, comme quelqu'un qui n'est pas persécuté. Et c'est cette nouvelle posture qui fait que les choses vont pouvoir changer derrière. C'est-à-dire que si je travaille sur moi, mais que je continue à me positionner dans la vraie vie, enfin dans la vraie vie, dans la vie au quotidien, comme une victime, vous voyez bien que le travail va prendre 3 fois plus de temps, 10 fois plus de temps, ou n'aura pas les effets escomptés. Donc on travaille d'un côté, et de l'autre côté, on se positionne réellement. C'est-à-dire que cet employeur, à un moment, il va falloir l'affronter. Mais pas l'affronter par des insultes, pas l'affronter par des pleurs, pas l'affronter voilà, de façon émotionnelle où on va déverser tout un tas de choses comme ça, sans sens. Non, on va l'affronter de façon très construite, très organisée. Voilà.
Donc, ça veut dire, quelque part aussi, implicitement, je t'ai reconnu, en fait. Ça y est, j'ai mis du temps, mais je t'ai reconnu. Donc, je sais que là, je suis en situation de harcèlement. Et donc, je te montre que toi, tu es un harceleur. Mais je te dis pas, bien évidemment, dans la lettre, on va pas dire, cher monsieur, vous me harcelez, vous êtes un harceleur, ou etc. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on va reprendre les faits et on va prouver, en fait, que sa réalité n'est pas notre réalité, en fait. Que ce qu'il est en train de dire est mensonge ou dérivé de la réalité. Et que ça va permettre, voilà, de poser des choses. Non, ma réalité, elle est comme ça. Là, c'est ça. Donc vous avez beau me dire que si, que ça, non, ma réalité c'est ça. Et là, on reprend confiance en soi. Là, on peut oui, la confiance et la valorisation en fait de soi. C'est-à-dire que non, moi je sais, je travaille bien, mes clients me le disent, mes collègues, tatati, tatata, voilà, je les aide, je les forme, etc. Ça, c'est une réalité, c'est un fait. Donc vous avez beau dire que si, que ça, voilà. Alors peut-être j'ai fait une erreur ici, mais cette erreur-là, par rapport à tout le reste de ce que je fais, euh, ne vaut pas un avertissement. Donc je demande l'annulation de cet avertissement. Vous voyez comment ça se met en place? C'est-à-dire que je respire, j'arrive enfin à sortir de cette condition-là intérieurement et je vais commencer à poser des actes extérieurement. Mais j'attends pas 10 ans, je le fais parallèlement. Alors peut-être pas tout au début du travail, mais vraiment assez rapidement. On commence à mettre des choses en place dans la matière. Et on reprend la main sur la situation. On reprend son pouvoir. Et petit à petit, les choses vont avancer. Une autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est visualiser la suite. C'est-à-dire que vous allez commencer à, à construire, à bâtir ce que vous voulez. Parce que là, vous êtes en train de travailler sur quelque chose que vous ne voulez plus. Mais ça ne suffit pas non plus. C'est une grosse partie du travail. Mais il faut aussi aller bâtir autre chose. Parce que vous voyez bien que quand vous aurez fini ce travail-là, si à côté il n'y a rien, quand voilà, l'univers n'aime pas le vide. Donc ça va être rempli, si ça se trouve, à nouveau d'une situation comme ça, parce que c'est quand même quelque chose qui est récurrent depuis de nombreuses années, dans les différentes formes, enfin sous ces différentes formes. Et peut-être que vous allez encore avoir à nouveau une situation identique, peut-être un petit peu moindre en intensité, mais pour voir si comment vous vous dépatouillez maintenant dans cette situation-là. Alors, vous n'êtes pas obligé de passer par là, en fait. Bâtissez le reste, bâtissez la suite. Donc moi, ce que je veux, c'est, j'ai envie de vivre quoi? Quel état? Quand je suis au travail, je veux être comme ci, comme ça, comme ça. Je veux être, voilà, être arrivé tous les jours en confiance, arriver, être capable d'avoir des relations, enfin pas être capable d'ailleurs, avoir des relations qui sont justes et qui sont équilibrées. Voyez, bâtissez ça, visualisez-le, visualisez une entreprise dans laquelle vous êtes bien, dans laquelle vous arrivez le cœur ouvert, où vous vous sentez en confiance, où vous sentez, où vous avez confiance en vous, voilà, vous vous sentez valorisé, où les gens vous regardent avec bienveillance, bâtissez tout ça, construisez-le. Parce que à la fin de cette phase-là, de travail, etc., cette rencontre avec votre messager, elle est ponctuelle, bien évidemment. Donc, il y aura quelque chose d'autre derrière. Vous allez sortir de cette situation. Donc, faites en sorte que la situation suivante, parce que vous aurez travaillé sur ce qu'il y avait à travailler, parce que vous avez modifié votre énergie intérieure, parce que vous avez posé des actes dans la matière, parce que, voilà, et parce que vous avez construit la suite, alors vous allez pouvoir enfin passer à quelque chose d'autre. C'est-à-dire que vous allez fermer le chapitre harcèlement, persécution, et vous allez enfin pouvoir ouvrir autre chose. Voilà, pour changer de livre, en fait, pour changer vraiment de paradigme. C'est vraiment ça, c'est vraiment un changement de paradigme. Voilà. Euh, pour mettre, petite chose, j'avais oublié tout à l'heure, pour mettre les choses mettre des choses dans la matière, comme par exemple écrire des lettres, etc. Faites-vous accompagner par un conseiller syndical, par un avocat, par un conjoint, par un ami, voilà, par toute personne qui pourra
vous apporter plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il va vous permettre de sortir de l'émotionnel. C'est-à-dire que l'autre ne vit pas votre situation, donc il va pouvoir vous dire effectivement là c'est clair, là c'est pas clair, là on sent ta colère, là on sent ci, là on sent ça. Non, tout ça on enlève. On reste dans les faits bien droit, etc. et de ce que vous voulez. Je suis, voilà, je suis compétente, je suis, etc. Première chose, on sort de l'émotionnel. L'autre pourra vous dire aussi si c'est clair ou pas clair ce que vous écrivez. C'est-à-dire que, enfin, ce que vous écrivez ou ce que vous écrivez ensemble, du coup. Hein. Voilà, c'est quelqu'un de l'extérieur. Oui, ben là c'est bon, j'ai compris la situation. Ben là, pour moi, c'est pas clair parce que là, je sais pas, en fait, quand tu dis ça, est-ce que ça veut dire ça ou est-ce que ça veut dire ça? Là, il y a une ambiguïté. Il faut enlever toutes les ambiguïtés, il faut que les choses soient extrêmement claires, extrêmement organisées sur la page. Ça, et puis troisièmement, il faut que ça soit quelqu'un qui soit dans la maîtrise de la langue écrite. C'est-à-dire, donc c'est pour ça que ça peut être n'importe qui à partir du moment où que ça soit quelqu'un qui maîtrise la langue. C'est-à-dire que quand on est dans une situation délicate comme ça, donc il y a l'émotionnel, etc., qui prend le pas, et on va pas avoir forcément la construction, la syntaxe qu'il va falloir pour que ça ait un impact en fait, que ça soit vraiment hop, ça fasse ça. Alors quand je dis quand je fais ça, ça veut pas dire un coup de poing, mais c'est vraiment un impact dans la matière, donc un impact d'abord à l'employeur, mais vraiment un impact important dans la matière, qui est pas que ce soit pas mou, que ce soit pas voilà, que les mots soient choisis, que les tournures de phrase soient choisies pour que pour que l'impact soit le plus efficace possible. Je referme la parenthèse. Donc voilà. Donc, vous voyez les trois bulles, j'ai envie de dire, importantes. La modification intérieure, la modification intérieure, ouais. Les actes à poser dans la matière pour reprendre le pouvoir la maîtrise de sa vie, de son quotidien, de sa situation professionnelle. Et puis la bulle, je construis la suite, je construis le futur ce dont j'ai envie de vivre. Parce qu'une fois que vous aurez passé cette étape-là, alors c'est quelque chose certainement que vous avez quelque part, il y a une petite musique forcément déjà derrière, mais il faut qu'elle soit très très claire. C'est comme la lettre dont je viens de vous parler. Ça aussi, il faut que ça soit très très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. Voilà. Voilà, voilà. Pour la petite histoire, donc ben Manon a réussi, ça a été compliqué pour elle hein, d'envoyer ses lettres, de noter tout ce qu'il y avait, d'envoyer des mails, de revouvoyer par exemple son employeur dans les courriers alors que au quotidien tout le monde se tutoyait dans l'entreprise. Voilà, c'est-à-dire reprendre du recul, impacter les choses. Et ça a pris un certain temps. Et elle a demandé, alors elle s'est fait conseiller, après elle a demandé à être à une rupture de contrat qui lui a été refusée. Elle a fini par dire que c'était du harcèlement. Donc du coup là, il y a eu un nouveau flottement et son employeur a changé sa position. Mais elle n'a pas dit dès le départ que c'était du harcèlement. Ça a été comment dire, une j'allais dire arme, mais bon, c'est pas le bon terme. Ça a été voilà un argument qu'elle a utilisé au moment choisi, à bon escient, parce que la situation là le permettait et le nécessitait en fait, parce que elle avait intégré tout ce qu'elle avait intégré et il fallait qu'elle pose le mot. Si dès le départ on commence à traiter l'autre de harceleur, la situation va faire que s'empirer. Ça ne changera rien en tout cas, au pire. Donc voilà, donc il y a eu encore tout un tas de remous comme ça et jusqu'à voilà, et puis bon je l'ai accompagnée après dans la création aussi, enfin après et en même temps dans la création donc de son futur et ben elle a retrouvé un emploi, mais alors j'ai envie de dire comme ça en fait. Ça s'est fait voilà du jour au lendemain, hop, réponse, entretien ultra bienveillant qui s'est extrêmement bien passé, voilà, et puis alors qu'elle en avait déjà passé plein d'autres avant, hein, il n'y avait rien qui s'ouvrait et
et elle a été recrutée. Donc voilà, là, elle a pu, c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'elle a pu poser le mot de harcèlement et de rupture de contrat, etc., qui finalement a été accepté. Et, euh, et, euh, et voilà, maintenant elle vit quelque chose, mais qui n'a plus rien à voir. Elle est entourée de gens bienveillants, elle adore son boulot, on lui fait confiance, on trouve qu'elle travaille super bien, on lui fait des compliments régulièrement, elle est invitée à des soirées hors travail, voilà, elle est en train de se faire enfin elle s'est fait déjà, mais ça continue des, euh, des amis parmi certains de ses collègues, voilà, c'est une autre vie, c'est une autre Manon qui vit aujourd'hui en fait. Et intérieurement, bien évidemment, ça n'a plus rien à voir. Elle me dit par contre, vous voyez que les choses sont parfois tenaces. Elle a utilisé ce terme-là, qu'elle avait encore des angoisses complètement irrationnelles d'arriver en retard, par exemple. Alors que dans sa nouvelle entreprise, il n'y a pas d'horaire. Les horaires sont flexibles. Voilà, vous arrivez à 9 heures, ben, vous partez à telle heure. Vous arrivez à 9h30, vous partez à telle heure. Vous gérez. Enfin, il y a pas de souci avec ça, quoi. Donc, il y a plus de retard. C'est pas possible. Et ben, elle me dit, et parfois, bah, je veux arriver, parce que du coup, c'est sa décision, elle, d'arriver à 9h. Et ben, je sais que je vais arriver à 9h05 et je commence à avoir des bouffées d'angoisse, etc. Et elle fait, c'est complètement irrationnel parce que, en fait, personne ne s'aperçoit que je suis en retard puisqu'il n'y a pas de retard. Il n'existe pas le retard. Donc, c'est vraiment en moi, quoi. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, ce sont des petites piqûres de rappel qui disent, tiens, il y a encore des petites choses à faire. Et donc à travailler, et elle peut reprendre ça comme des signaux, voilà, de ce qu'il y a encore à transmuter. Mais c'est plus la même Manon, elle est voilà, souriante, heureuse, ultra satisfaite, là, voilà, son contrat est pérennisé, enfin voilà, tout est, tous ces transmuté, elle a vraiment changé de paradigme, et c'est ce que je vous souhaite, ou que je souhaite à toutes les personnes qui sont concernées par cette problématique. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop longue. Je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer des mails. Vraiment, ça sera avec plaisir, voilà, que je vous répondrai, d'une part de façon personnelle et d'autre part de façon générale, pour que ça serve à tout le monde. Des mails, n'hésitez pas bien évidemment à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Et puis voilà, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.